Donc, merci à tous d'être ici. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter cette formation sur laquelle on a travaillé longtemps, moi et Virginie et plein d'autres personnes aussi. Donc, aujourd'hui, le plan de la présentation, ben, c'est de vous d'abord vous présenter la démarche. Donc, qu'est-ce qui est en arrière de cette formation-là? C'était quoi les besoins? Comment on le réfléchit? Ça a été quoi le processus pour développer cette formation-là sur le cannabis? Ensuite, on va vous présenter le contenu qui est véhiculé dans la formation par module. Donc, on va vous présenter vraiment le contenu des 6 modules. On va vous montrer des exemples d'activités puis on va vous parler aussi d'un outil qu'on a développé dans le cadre de cette formation-là. Ensuite, on va enchaîner avec quelques rétroactions de la formation jusqu'à présent, parce que même si on n'a pas fait un lancement officiel, il y a quand même des gens euh, qui l'ont fait, cette formation-là, puis on va vous partager un peu le feedback qu'on a eu. Puis, on va terminer avec les formations qui sont sur lesquelles on est en train de travailler, qui sont à venir. Donc, comme ça, vous aurez déjà un aperçu là, de ce qui va s'en venir dans les prochains mois. Donc, je passe la parole à Virginie. Bonjour, merci Laurence. Donc là, on va être vraiment dans la présentation de la démarche. Euh, Dans le fond, historiquement, là, quand il y a eu la légalisation du cannabis au Québec, il y a un fonds qui a été dédié, là, qui est inscrit dans la loi, que la moitié devait aller en recherche, prévention en matière de cannabis. Donc, chaque direction de santé publique du Québec a reçu des fonds là, pour faire de la prévention. Donc, on est vraiment à ce moment-là, tu sais, on est plusieurs directions de santé publique de plusieurs régions qui se sont rencontrées pour dire, ben, y a-t-il des besoins qui reviennent dans les milieux, des besoins prioritaires? Et à ce moment-là, mes collègues des autres régions et nous, on a nommé qu'il y avait un besoin quand même d'identifier des milieux cliniques en lien avec l'usage de cannabis. Donc, c'est quelque chose que la légalisation est arrivée, puis il n'y avait pas tant de formation pour vraiment euh, voir avec les intervenants cliniciens bien, comment adresser la consommation. Donc, il y avait aussi des besoins par rapport à mieux connaître le cannabis et les effets. Donc, ça aussi, c'était d'avoir tout ce qui est nouveau en recherche. Donc, vraiment augmenter le niveau des connaissances du cannabis. Mais il y avait aussi encore une barrière par rapport à certains jugements aussi ou de stigmatisation qui pouvaient être maintenus dans le temps même si c'était une substance qui était devenue légale. Donc, vraiment, on voulait réduire la stigmatisation des personnes qui en font usage pour ben, justement avoir que des conditions favorables pour en parler avec les personnes qui en consomment. Ensuite, on avait aussi de l'autre côté des personnes qui consomment du cannabis qui nous disaient ben moi, j'en parle pas vraiment de ma consommation euh, ou même que je peux ne pas aller consulter un professionnel parce que j'ai pas envie qu'il va me parler de ma consommation. C'est pas pour ça que je veux aller, par exemple, discuter. Donc, on voulait vraiment réduire les barrières, l'obtention des services aussi, puis adopter un regard critique aussi sur le double standard qu'on a par rapport à une substance comme l'alcool qui est aussi légale, mais dans lequel on n'a pas la même perception où on associe beaucoup plus au plaisir et célébration, festivité, famille. Donc, travail. Donc, il y a vraiment une acceptabilité sociale qui est plus grande, puis de réfléchir à comment ça peut venir nous impacter dans nos interventions. Il y avait aussi des besoins identifiés là, en lien avec la modalité là, de la formation. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'est d'avoir surtout des formations asynchrones, là, vraiment autoportant en raison du roulement de personnel. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir un groupe, ou libérer une équipe au complet ou de se déplacer aussi. Et c'était pas souhaitable non plus d'avoir une formation, par exemple, en Teams de deux, parce que les gens vont faire souvent autre chose ou trouvent que c'est difficile de maintenir l'attention. Donc, vraiment d'avoir des activités dynamiques, auto-réflexion, puis d'une durée maximum de 2-3 heures. Concernant les cibles d'apprentissage, qu'est-ce que les apprenants, les futurs apprenants nous ont demandé, c'est que, ça s'adresse à tous les professionnels de la santé des CIS et des CIUS qui pourraient être en contact avec les personnes qui utilisent les services, mais comme les psychologues, les psychoèdes, les travailleurs sociaux, les agents de relations humaines, les infirmières, les spécialistes en activité clinique ou les autres professionnels de la santé. Puis, on a aussi ouvert là, la formation à la fin vers, il y a des gens qui disaient, ben moi, je travaille pas dans les CIS et les CIUS, mais tu sais, je suis psychoéducatrice ou travail social dans un sujet, puis je serais vraiment intéressée à aussi avoir cette formation-là.
Le projet, il vise pas là, à rendre les apprenants des spécialistes en dépendance ou en santé mentale. C'est pas ça l'objectif. Puis, ça n'enseigne pas non plus les outils standardisés là, qui nécessitent la formation, par exemple, tout ce qui est outils de détection. Là. On va en parler dans la formation, mais ça ne sera pas une formation sur les outils. Mais bien sûr que c'est pertinent dans le continuum de services en dépendance. Sinon, au niveau de la ligne du temps, ça, c'est vraiment le projet a débuté en décembre 2023, comme quand je vous parlais de la consultation des besoins identifiés avec les autres répondants des directions de santé publique au niveau des répondants en substances psychoactives avec nos fonds cannabis. Donc, ça, c'est vraiment une réflexion qu'on a eue en décembre 2023. Puis le projet, ben, dans le fond, la formation a été prête en novembre dernier. Donc, ça a pris presque 2 ans. Au départ, c'est ça, moi j'avais cette idée-là avec mes fonds de développer cette formation-là, mais au même moment, là, en décembre 2023, je commençais à voir Laurence Darcy dans plusieurs présentations au niveau du cannabis, là, entre autres avec le wax pen et toutes sortes de modes de consommation. Donc, je voyais qu'elle avait un intérêt aussi là, par rapport au cannabis. On s'est associé avec l'Institut universitaire sur les dépendances pour voir s'il serait partenaire dans ce projet-là. Et ben, j'avais aussi besoin de toute l'aide des technopédagogues et graphistes. Là, donc, on a fait affaire avec le Centre d'expertise de santé de Sherbrooke pour tout ce qui est les scénarimages, les contenants, dans le fond, des contenus. Puis Laurence, c'était plus notre expert de contenu. Ensuite, à l'été 2024, on a commencé vraiment à co-construire un devis pédagogique. Donc, on avait quand même les objectifs en tête, mais on voulait aller valider si ça répondait vraiment à des besoins terrain. Donc, on est allé consulter des gens de la première ligne dans différentes équipes, là, santé mentale, jeunesse, santé mentale adulte, CIP aussi, et services généraux. Donc, on est allé voir un peu, ça serait quoi les besoins par rapport aux activités pédagogiques. Puis, ils ont vraiment pu bonifier pour que ça réponde le plus possible à leur réalité. Ensuite, on a débuté nos travaux, ça c'était à l'été 24. Ensuite, à l'automne, on a commencé les travaux vraiment au niveau du contenu brut, là, des contenus d'expertise qu'on voulait développer. Puis, ben, c'est ça, ça a pris une année là, pour faire nos 6 modules que Laurence va vous présenter. Puis, à la fin, ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant cet été-là, l'INSPQ, à l'été 24, eux autres aussi travaillaient sur du contenu cannabis. Ils voulaient faire des fascicules plus comme des documents d'information sur le cannabis, avec vraiment des éléments qu'on allait retrouver dans notre formation aussi, donc le cadre réglementaire du cannabis, les différentes substances, les différents modes de consommation. Donc, j'avais travaillé sur la révision de leurs documents. En même temps, je leur ai demandé s'ils voulaient bien réviser notre validation scientifique à la fin. Donc, ils ont pu embarquer aussi dans le projet. Puis finalement, là, on est vraiment dans l'étape à l'automne, puis cet hiver, là, avec le webinaire aujourd'hui, dans la diffusion de la formation. Ça, c'est pour vous montrer un peu, là, c'est quand je vous parle que ça a pris quand même 1 an faire 6 modules, c'est qu'il y avait plusieurs étapes de validation pour faire un seul module. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Donc, oui, des experts de contenu, mais que ça fasse du sens aussi pour ceux à qui ça s'adresse. Puis que aussi, il y avait la volonté que ça réponde à d'autres régions, puis que ça ne soit pas juste une formation qui soit en Montérégie, parce que le besoin est exprimé par d'autres régions aussi. Donc, les AP, ça, c'est nos apprenants types, donc les personnes qui ont participé à la validation des modules, puis à qui ça s'adresse la formation. CE, c'est le centre d'expertise, donc tout ce qui est le contenant, la technopédagogie, les moyens utilisés pour atteindre nos objectifs. Puis le P, c'est nos partenaires des autres régions. Donc, j'avais des collègues de la région de la capitale, de la Gaspésie et de Montréal qui ont aussi validé les contenus. Puis, on avait l'INSPQ à la fin comme validation externe. Puis le E accent QC, c'est notre équipe de conception. Donc, il y avait moi de la DSP, il y avait Laurence de l'Institut universitaire d'indépendance, mais j'avais aussi Guylaine Sarrazin, qui est une SAC du CRD de ma région. Donc, elle aussi, elle a accepté d'embarquer dans ce beau projet-là. Puis c'était le fun d'avoir aussi son expertise en deuxième ligne, là, même si la formation s'adressait à la première ligne. Donc, première étape, élaboration du devis, ça, je vous en ai parlé. Deuxième étape, on élabore les contenus bruts, moi puis Laurence. Ensuite, troisième étape, moi et Laurence, on s'en va rencontrer le centre d'expertise pour arriver à un scénarimage. Quatrième étape, on commence à avoir une version alpha d'un module.
Ensuite, cinquième étape, on révise avec nos apprenants, avec nos partenaires. Après ça, on retourne en correction pour une deuxième version bêta. Puis c'est vraiment, au niveau de la cinquième étape, là, c'est cette étape-là qui prend beaucoup de temps aussi parce que moi, je faisais des entrevues d'1 heure avec nos futurs apprenants, puis c'était vraiment très riche de nous dire, ils nous parlaient vraiment de leur réalité aussi en même temps de ce qu'ils vivaient. Fait que c'était le fun d'avoir leur feedback instantané. Puis eux autres aussi, à force d'évoluer ensemble, des fois, ils essayaient des choses entre les modules avec leurs usagers. Fait que ça aussi, c'est intéressant de voir ça. Puis des fois, c'était juste comme je comprends pas le contenu ou l'exercice est trop compliqué, mais des fois, ça peut être aussi, ben, je dirais pas ça comme ça, c'est pas réaliste. Donc, c'était vraiment important cette étape-là. Ensuite, c'est ça, dans la bêta, quand on avait une version quand même presque finale, là, on l'envoyait à l'INSPQ. Puis l'avant-dernière étape, on retournait avec les commentaires de l'INSPQ, on refaisait une autre version pour avoir une version Gold. Donc, c'est pour ça que ça a pris 1 an à faire 6 modules. Les cibles d'apprentissage, on voulait vraiment distinguer nos idées préconçues, comme j'ai parlé tantôt, face à la consommation de cannabis qui contribue à la stigmatisation. Puis d'après ça, de connaître les caractéristiques plus spécifiques du cannabis, là, comme les effets ou les risques à court terme, mais aussi les effets à long terme d'un usage régulier. Parce que pour les apprenants, c'était vraiment des personnes qui avaient des besoins différents aussi, donc des façons différentes de l'adresser. Reconnaître son rôle dans les pratiques préventives en lien avec la consommation de cannabis. Ça aussi, c'était pas toujours clair de est-ce que j'ai un rôle à jouer, est-ce que je suis obligée de l'aborder, est-ce que, comme professionnel de la santé, est-ce que moi j'ai quelque chose à faire là-dedans? Est-ce que sinon aussi, ben, est-ce que j'ai des choix pour de faire des interventions adaptées? Est-ce que je vais pouvoir avoir des options ou ça va être vraiment comme une recette? Puis est-ce que je vais avoir cette possibilité-là de voir ça dans la formation? Donc, ça, c'est important, choisir des interventions adaptées pour écouter, discuter de manière ouverte et sans jugement. Maintenant, je vais laisser Laurence faire la présentation du contenu par les modules. Donc, je vous montre ici un aperçu des 6 modules. Donc, la formation, on vous disait, on visait en 2 et 3 heures. Bien, finalement, c'est plus comme 3 heures. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont la faire plus rapidement, mais on s'assure que la moyenne des gens, là, en 3 heures, là, presque la majorité des gens sont capables de le réaliser en 3 heures. Donc, comme je vous disais, ces 6 modules ne sont pas tous de la même durée. Donc, on a le premier module qui est ma perception du cannabis, qui est un module qui prend environ 30 minutes à faire. Le module 2, c'est sur les notions de base en lien avec le cannabis. Donc, ça, c'est un module un petit peu plus long de 45 minutes. Le module 3 sur l'intoxication est 30 minutes, l'usage régulier, même durée. Ouvrir le dialogue et intervenir, donc c'est l'aspect qui est plus intervention, qui est moins connaissance générale sur la substance, mais ça, c'est un 30 minutes. Et finalement, référence et outils, c'est le dernier module qui est d'une quinzaine de minutes. Donc, l'apprenant, il peut décider qu'il fait du bout à l'autre en 3 heures, ou il peut aussi décider qu'il fait, par exemple, en une semaine et un jour de travail, bien, qu'il fait soit un module par jour. Donc, ça aussi, c'est possible. En fait, il peut arrêter à tout moment puis reprendre au même exactement où est-ce qu'il était. Donc, le module 1, ma perception du cannabis, donc on demande aux gens d'abord de s'auto-évaluer. Donc, jusqu'à quel point je me sens à l'aise de parler du cannabis dans le cadre de mon travail. On amène les gens à réfléchir sur ce double standard-là, comment on perçoit différemment une personne qui consomme de l'alcool versus une personne qui consomme du cannabis, puis quel impact ça peut avoir dans la relation. On parle de légalisation, donc on revient un peu sur l'historique, les avantages de la légalisation, qu'est-ce que ça a changé post-légalisation. Puis maintenant, on a assez de recul pour avoir des constats plutôt robustes là, par rapport à ce qui s'est passé post-légalisation. Puis bien sûr, on aborde la stigmatisation dans ce module-là. Donc, je vous montre des exemples qui sont tirés de la formation. Donc, parfois, ben, on a justement une intervenante et une usagère, donc qui se parlent. Puis, on a l'usagère, qui parle du fait que ben, quand elle était chez elle, son père consommait un joint sur le balcon avec un de ses amis.
puis qu'elle a essayé de lui parler, mais qu'il n'avait pas l'air intéressé. Puis l'intervenante, elle la répond, ben, je comprends que tu as l'impression que ton père était moins disponible lorsqu'il consomme un joint. Puis si l'apprenant sélectionne alcool, ben, c'est la même mise en situation, mais au lieu du joint qui fume sur le balcon avec son ami, c'est un verre de vin ou une bière qu'il prend sur le balcon, puis on voit que l'intervenante, ben, réagit différemment et interprète la situation différemment. Donc, pour amener les gens justement à réfléchir à ce double standard-là. On a aussi des exercices sur la stigmatisation où est-ce qu'on demande de faire des associations. Puis la façon dont ça fonctionne en technopédagogie, c'est que c'est pas juste on donne de la théorie, on fait faire un exercice. On utilise les exercices pour introduire la théorie. Donc, ça, c'est un exemple où est-ce qu'on a utilisé un exercice d'association, puis qu'ensuite de ça, on ajoute de la théorie. Donc, c'est quoi la différence entre des stéréotypes, un préjugé, la discrimination? Puis chaque module se termine par une section en résumé. Donc, ça, c'est les messages clés de ce module, les éléments les plus importants là, à retenir pour le module. Le module 2 sur les notions de base, ben, on parle du système endocannabinoïde parce qu'en fait, notre corps produit lui-même des cannabinoïdes, donc naturellement, puis on a un système qui répond à ces cannabinoïdes-là que notre corps produit. On peut aussi, en consommant du cannabis, introduire des phytocannabinoïdes, donc des cannabinoïdes qui viennent de la plante et qui vont réagir avec notre système naturel. Donc, on va parler de c'est quoi la différence entre le THC, le CBD. On va parler des cannabinoïdes mineurs. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est de plus en plus populaire. Donc, il y a vraiment un engouement envers les cannabinoïdes mineurs. Puis, on va aussi aborder les terpènes. Parce qu'actuellement, l'industrie ben, indique de plus en plus tel terpène est majoritaire dans telle sorte de cannabis. Donc, on parle de qu'est-ce que c'est quoi les propriétés que certains attribuent à ça, puis on en est où au niveau des évidences scientifiques en lien avec l'effet des terpènes. Ensuite de ça, on aborde les différentes formes de cannabis. Donc, de quoi ça a l'air? Vous séchez, hashish, huile, teinture, les produits hautement concentrés, etc. On distingue, c'est quoi la différence entre un cannabis que j'achèterais sur le marché légal et sur le marché illégal. On parle aussi des différents modes de consommation, puis des types d'usage. Donc, à faible risque, à risque et problématique. Donc, je vous montre ici euh, on demande aux gens d'auto-évaluer là, jusqu'à quel point ils se sentent à l'aise d'aborder, pas d'aborder, mais c'est quoi leur niveau de degré de connaissance par rapport au cannabis? Est-ce qu'ils n'en ont jamais entendu parler ou au contraire seraient capables de donner un cours à des professionnels de la santé sur le sujet? Puis une autre chose qui était bien importante pour nous à partir de cette section-là, c'est qu'on sait que le niveau de connaissance est ultra variable d'une personne à l'autre, puis on voulait que chaque personne qui fait la formation est capable d'apprendre au moins quelque chose. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une icône qui est la petite étoile, qui est du contenu plus avancé, mais qui est facultatif. Pour éviter de surcharger le contenu, c'est vraiment, si la personne souhaite, elle clique sur la petite étoile, puis je vais vous montrer un exemple, puis ça lui donne accès à un contenu qui va un petit peu plus loin. Donc, je vous donne un exemple avec le système endocannabinoïde. Donc, on a l'information là, de base pour les apprenants, puis l'apprenant qui veut en savoir plus va cliquer sur l'étoile, puis là, ben, on va aborder là, plus en profondeur certains aspects du système endocannabinoïde. Donc, tout au long là, de la formation, on a ça. Ici, on a un autre exemple avec les différents types de produits. Puis, si la personne va en savoir plus, par exemple, c'est quoi la concentration en THC, etc., comment c'est fabriqué, ben, il y a des petites étoiles. Ensuite de ça, on fait référence aussi à cet espace-là. À une des fiches, Virginie on en a parlé, l'INSPQ a produit des fiches pour les professionnels. Donc, ils ont produit une fiche sur les différents types de produits du cannabis. Donc, pour les gens qui voudraient en savoir plus aussi, ils peuvent avoir accès à cette fiche-là. Donc, on a mis l'hyperlien là, facilement accessible. Puis, quand vous cliquez sur l'hyperlien, ben, ça s'ouvre dans une autre page. Donc, si vous avez un exemple de c'est quoi la différence entre le marché réglementé québécois versus le marché non réglementé. Donc, on a voulu à la fois parler du marché non réglementé qui se fait en personne, donc j'appelle mon pusher, il vient chez nous, versus le marché non réglementé qui va se faire en ligne. Donc, je vais sur un site web qui n'est pas le site web de la SQDC, puis je commande. Donc, on
on voulait montrer la différence des gens parce que souvent en intervention, ils sont appelés à justement à parler de cette différence-là, puis de la plus-value d'aller sur le marché réglementé québécois, mais aussi de comprendre pourquoi les gens ne font pas ce switch-là des fois. Ensuite de ça, c'est un exemple du continuum d'usage. Donc, les gens, tu sais, c'est très interactif. Les gens peuvent bouger la petite pastille, puis là, il y a du contenu qui est dévoilé. Pour ce qui est des modes de consommation, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, même s'ils faisaient la formation, ils mélangeaient encore la vaporisation puis le vapotage. C'est comme si, même si on l'écrivait, c'était comme pas clair. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est que ben, j'ai créé une vidéo où est-ce que je montre c'est quoi la vaporisation. Donc, je montre un dispositif qui fait partie des dispositifs les plus communs et populaires de vaporisation. Donc, on a créé cette vidéo-là. Puis depuis qu'on l'a testé, notre module avec la vidéo, les gens sont vraiment capables maintenant de faire la différence parce qu'ils ont vu de quoi ça avait de l'air. Puis, c'est facile pour eux maintenant de départager. On a aussi ici des cliquets, puis glisser dans l'endroit approprié. On a aussi intégré des documents externes, par exemple, au niveau des statistiques, ce qu'on se rend compte, c'est comme ça change à chaque année, puis qu'on a l'enquête québécoise sur le cannabis qui publie à chaque année des nouvelles données. Mais ce on a décidé de faire pour que la formation puisse perdurer dans le temps, c'est de mettre le lien vers le site de l'INSPQ qui, eux, ben, font des tableaux interactifs là, avec les données. Mais on donne quand même une idée approximative. Là, les statistiques se situent pas mal toujours dans les mêmes environs. Donc, le module 3, c'est sur l'intoxication. Par intoxication, on entend être sous l'effet de la substance. Donc, il y a des intoxications qui sont très légères, puis il y a des intoxications qui sont sévères, mais intoxication, c'est un terme là, qui regroupe tout ça. On parle des motifs de consommation, on parle de la loi de l'effet, on parle des impacts de l'intoxication à la fois sur notre capacité cognitive, notre capacité à conduire, sur le plan physiologique aussi, comment ça se fait qu'on a les yeux rouges, comment ça se fait qu'on a la bouche pâteuse. Donc, tout ça est expliqué dans le module. Puis, on fait aussi la distinction entre c'est quoi une intoxication aiguë, aussi appelée bad trip, puis la psychose toxique. Donc, en quoi ils se ressemblent puis en quoi ils sont différents. Donc, je vous montre des exemples, là, des impacts sur les capacités cognitives au niveau temporaire. Ensuite de ça, on a des petits exercices de mise en situation, par exemple. Tu sais, Rim, elle fume un jouet à 11 heures. Vers quelle heure elle va être capable de retrouver pleinement ses capacités pour conduire? Donc, et on a ici des explications là, par rapport à différents phénomènes physiologiques associés à la consommation de cannabis. Au niveau du module 4, donc là, on voulait couvrir l'usage régulier. Donc, c'est pas juste l'effet de l'intoxication, mais c'est l'effet aussi au long cours de faire un usage régulier. Par usage régulier, on entend un usage quasi quotidien ou quotidien. Donc, on aborde les conséquences possibles de cet usage-là à long terme. Donc, on parle de troubles respiratoires, on parle de l'augmentation du risque de problèmes cardiovasculaires, le syndrome des paramètres cannabinoïdes, l'altération de la performance cognitive, là, qui est somme toute légère quand même, l'altération de la qualité du sommeil, les effets sur la motivation, puis quelques impacts sur la santé mentale, plus précisément les troubles de santé mentale qu'on retrouve le plus souvent en première ligne, c'est-à-dire anxiété, dépression, puis déficit d'attention avec hyperactivité. Et finalement, on finit ce module-là en abordant les risques de dépendance et de sevrage. Donc, c'est sûr que tout ça se base sur des études qui sont souvent observationnelles ou des études sur le modèle animal. Donc, c'est très important de faire attention parce qu'il y a encore beaucoup de nuances à mettre là, puis de précautions à prendre par rapport aux effets. Donc, on parle ici vraiment de conséquences possibles, pas nécessairement de conséquences directes ou automatiques. Par rapport aux effets d'un usage régulier, là, par exemple, pour l'anxiété, ben, on parle de l'impact justement d'une consommation régulière pour les personnes qui ont un trouble anxieux. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Puis, quel impact aussi l'arrêt puis le sevrage peut avoir sur, par exemple, quelqu'un qui aurait un trouble anxieux. On fait la même chose là, pour les trois troubles.
On parle aussi un peu des limites des études. Puis, c'est sûr que dans ce module-là, on ne pouvait pas tout aborder. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées à d'autres effets que nous, on a pris la décision de ne pas aborder, par exemple, ce qui concerne la fertilité, la santé bucco-dentaire et d'autres aspects, bien, on réfère justement au document de l'INSPQ qui parle des effets possibles d'une consommation quotidienne ou quasi quotidienne. Donc, il a été publié il n'y a pas si longtemps, là, je pense 2023. Ah, voilà. Est ici la publication à laquelle on fait référence. Donc, les gens qui veulent en savoir plus peuvent aller consulter directement la publication. Finalement, module 5, donc là, on parle vraiment, on a vu beaucoup de connaissances comme théoriques, comme je dirais. Là, ici, on est vraiment dans de l'intervention. Donc, c'est quand puis comment on aborde le sujet. On utilise une interaction entre Youssef et Julie, qui est son intervenante, pour justement aborder toutes ces thématiques-là. Donc, Youssef et Julie, on les suit tout au long de ce module. On parle de stratégie d'intervention pour ouvrir la discussion. On parle de réduction de l'usage, réduction des méfaits. On parle de certains programmes et outils cliniques sur le cannabis, principalement les programmes et les outils cliniques qui sont disponibles en première ligne. Puis, finalement, il y a notre outil d'aide au dialogue qu'on a créé dans le cadre de cette formation. Donc, je vous donne un exemple là, de l'interaction entre Julie et Youssef. Donc, on parle par exemple du programme Mes choix, là, qui est offert pour les personnes qui ont un usage à risque, donc pas un usage problématique, mais vraiment un usage à risque, qui peut être donné, qui est en modalité autonome, individuelle ou de groupe, qui se donne principalement dans les CLSC. Donc, le programme Mes choix, puis la formation va bientôt là, être disponible à l'ensemble du Québec. Là. C'est une question de mois. Donc, c'est un programme qui vise spécifiquement l'usage de cannabis à risque. Ensuite, on a un document qui a été créé par le CCDUS, le Centre canadien sur l'usage et la dépendance aux substances psychoactives. Donc, c'est vraiment un guide plus d'auto-soin. Donc, la personne peut, à travers différentes questions, réfléchir à sa consommation. Il est disponible en ligne, donc vous y avez accès. Et finalement, on présente aussi l'outil qui a été créé par la Direction de santé publique de Montréal, qui est un outil justement en réduction des méfaits sur comment réduire les risques associés à la consommation de cannabis. Donc, on montre cet outil-là qui est sous forme d'affiche, qui est possible de télécharger et d'imprimer ou de consulter en PDF en ligne. Donc, l'outil d'aide à la décision qu'on a développé, il s'est beaucoup inspiré de l'outil développé par le laboratoire du docteur Didier Jutra-Aswad pour aborder la consommation de cannabis et la psychose. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ce document-là, mais on voulait un document qui vraiment s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui fait usage de cannabis et aux intervenants qui interviennent auprès de ces personnes-là. Donc, pas spécifiquement associé à le fait d'avoir fait une psychose. Donc, il y a différentes comme phases ou étapes dont on parle dans ce guide-là. Donc, comment on fait pour tisser un lien de confiance. Puis on donne des exemples de verbatim aussi sur comment on peut faire des reflets ou des choses comme ça par rapport à des enjeux que les gens nous amènent. Ensuite de ça, s'intéresser aux habitudes de consommation de la personne. Donc, comment on la questionne, puis sur quoi on peut la questionner. Comment on démontre sa compréhension des habitudes de consommation de la personne. Si on a de l'information à communiquer, bien, comment on le fait de façon collaborative, donc très inspiré de l'entretien motivationnel. Ensuite de ça, bien, comment on fait pour explorer la disposition au changement des habitudes de consommation pour avoir des habitudes à moindre risque. Puis, comment on fait aussi un suivi là, dans le temps de ça. C'est quoi les éléments peut-être qui peuvent être intéressants de questionner. Donc, cet outil-là d'aide au dialogue, il existe à travers la formation, mais il est aussi indépendant de la formation. Il est déposé sur le site de l'Institut universitaire sur les dépendances dans la section outils et guides. La section cannabis, bien, vous l'avez de disponible, donc vous pouvez là, le télécharger, mais il accompagne bien là, la formation. Et le module référence et outils, c'est celui qui clôt la formation. Donc, on parle de certains mythes qui concernent les services en dépendance, puis des mythes qui sont répandus dans la population, qui font en sorte aussi que des fois, les gens ne pensent pas à en parler ou à aller consulter.
Donc, un des mythes très répandus, c'est par exemple le fait que l'abstinence, il faut vouloir être abstinent pour aller consulter dans les services en dépendance. Donc, ça, c'est un mythe qui peut beaucoup limiter, là, qui est un obstacle, justement, au fait de recevoir des services. On parle aussi, on revient sur le continuum d'usage, puis on parle des services qui sont associés selon ce continuum-là. On donne des exemples aussi. Euh, on aborde puis ça, c'est les apprenants qui nous ont dit que souvent, ben, on fait des références, la personne refuse ou la personne dit oui, puis après ça, on n'en entend plus parler. Donc, on a fait une section sur comment je peux accompagner une personne lors d'une référence pour pas qu'elle sente que, tu sais, je fais juste comme la laisser aller ailleurs, puis pour être sûr que le lien, il se fait bien, puis que la personne, elle se sent confiance là, dans cette référence-là. Puis finalement, on a développé là, des références et des outils pour les personnes qui consomment du cannabis. On les a répertoriés. Puis pour les intervenants aussi, on les a répertoriés. Donc, on parle entre autres aussi de drogue à des références, là, qui peut être un filet de sécurité extraordinaire, puis qui peut être aussi une façon d'accéder au service qui est simple. Donc, c'est une ligne téléphonique et du clavardage, français, anglais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on donne les coordonnées de ce service-là. Ensuite de ça, ben, un autre exemple que je peux vous donner là, par rapport aux références et aux outils, pour la liste des ressources, on met le lien de notre site parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre à jour, là, le site de l'Institut universitaire sur les dépendances. Donc, on peut y déposer les outils pour les intervenants qui sont en français de façon plus récurrente. Pour les populations spécifiques, il y a souvent moins d'outils qui sortent. Donc, on les a énumérés ici. Donc, il y a des outils pour les personnes ayant vécu une psychose, donc tous les outils du laboratoire de recherche du docteur Didier Jutra-Assouad rensent les outils disponibles en ligne. Pour les jeunes de 14 à 25 ans, il y a CanaCoach, puis il y a le projet du GRIP aussi, euh, qui, au-delà du high, qui justement aborde ces éléments-là auprès des jeunes 14-25. Pour les personnes âgées, il existe une formation pour les professionnels de la santé de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. Et pour les Premières Nations, ben, il y a une trousse à outils qui est développée pour le cannabis par Thunderbird Foundation. C'est au niveau canadien, donc c'est pas juste québécois, là, c'est vraiment cette trousse à outils-là, c'est pour l'ensemble des communautés Premières Nations du Canada. Donc, quand vous avez terminé la formation, vous avez un document que vous pouvez faire imprimer, qui sont vraiment les points clés. Donc, les messages clés par module, on les a regroupés dans un document. Si vous voulez, vous pouvez faire imprimer ça puis avoir ça sous la main. Et on a aussi, ça nous avait été demandé, parce que souvent, il y a de la matière qu'on introduit via tu sais, des exercices. On nous a demandé une série de PDF, des éléments, en tout cas, qui étaient comme le plus intéressant pour les gens. Donc, ils voulaient un PDF sur les délais selon les modes d'administration puis les effets, la différence entre l'intoxication aiguë puis la psychose toxique, ils voulaient ça aussi en PDF, la différence entre le marché réglementé et non réglementé. Fait que quand vous cliquez à la fin de la formation sur les ressources PDF, bien, vous avez un PDF que vous pouvez imprimer, que vous pouvez garder, utiliser comme outil avec la clientèle, que vous pouvez donner aussi à la clientèle si vous voulez. Donc, puis vous avez aussi la capsule vidéo sur la vaporisation. Si jamais vous voulez l'utiliser en intervention, c'est possible de le faire sans avoir à refaire toute la formation. Donc, je redonne la parole à Virginie qui va vous parler un peu du feedback qu'on a eu jusqu'à présent sur la formation. Merci, Laurence. Donc, on a des rétroactions de ceux qui ont fait la formation récemment. On avait un formulaire à la fin. Donc, j'ai juste sélectionné 3 verbatims là, que je trouve qui décrivaient bien le volet interactif, le volet d'avoir des activités aussi pour bien comprendre les objectifs, voir si si on a atteint nos objectifs. Puis, tout au niveau de l'attention aussi, parce que là, on sait que c'est un défi, tout ce qui est formation en ligne, là, tu sais, je pense qu'on est dans une ère où il y a une fatigue numérique, là, pas juste ceux en télétravail, mais tout, tu sais, les écrans sont quand même assez présents. Donc, ça demande quand même une certaine attention de faire ce genre de formation-là. Donc, voici les 3 commentaires. Là. Je me suis inscrite sans trop d'attente. Je suis agréablement surprise. J'ai appris beaucoup de choses. Les questionnaires m'ont permis de noter des points à approfondir. Donc, ils sont partis avec certaines clés.
J'aime les exemples concrets parce que ça soutient ma compréhension des concepts. J'apprécie cette formation et ses modalités. Donc, un peu ce que Laurence a dit tantôt, des fois, c'est dans la rétroaction qu'on passe le contenu via une activité ou via une interaction avec un professionnel et une personne qui consulte. Donc, c'est ça, c'est les modalités qu'ils ont aimé. Puis, j'ai beaucoup apprécié le niveau d'interaction avec la plateforme, ce qui a maintenu mon attention. Donc, c'était juste quelques commentaires. Sinon, on a eu aussi, comme je vous ai dit, c'est un long processus avec nos collaborateurs qui avaient testé la formation, avec qui on a construit la formation. Donc, eux aussi ont réalisé des choses en participant au projet. Puis, ce qu'ils m'ont dit, c'est, dans le fond, ben, ils se rendent compte qu'ils ont déjà plusieurs connaissances et compétences qui avaient déjà de base, qui ont pu transférer à la formation. Donc, au début, on avait tout pensé à un module vraiment sur l'intervention, puis on dit, ben, on n'a pas besoin, nous autres, c'est notre outil de travail, on n'a pas besoin de revoir des principes sur l'approche, sur les questions ouvertes, les reflets, etc. Tu as juste à nous le dire, puis de donner des exemples en lien avec cannabis. Donc, ça c'était intéressant aussi. Il y en a une qui nous a dit aussi, ben, je trouve que c'est un sujet qu'on n'est pas toujours à l'aise. Ça peut être un sujet un peu tabou, mais elle disait, il y a quelques années, c'était la même chose pour elle en suicide. Donc, il y a des intervenants qui nous ont dit, ben on n'a pas eu le choix d'aborder le suicide, puis d'utiliser des grilles, puis d'avoir de la formation, qu'on a été beaucoup formés, entre autres les questions ouvertes, les reflets, etc., l'approche centrée sur les solutions. Donc, pour elle, c'est intéressant de voir que plus on va le pratiquer, que c'est correct qu'on ne soit pas à l'aise aussi. C'est correct d'être pas à l'aise dans un sujet qu'on connaît moins, mais c'est pas parce qu'on le connaît moins et qu'on l'a moins pratiqué qu'on ne devrait pas se lancer. Donc, pour eux, on fait des liens beaucoup avec la formation du suicide, qui est d'ailleurs la grille, je pense qu'elle était faite avec Dollar Cormier à la base, qui est un centre en dépendance. Donc, ça ne me surprend pas qu'ils fassent des liens non plus avec consommation. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont comme, à force de faire les modules, ils disaient, ben dans le fond, on n'a pas besoin d'être un expert en dépendance ou du cannabis pour aborder. Au contraire, c'est eux les experts, c'est eux qui connaissent, il y en a qui sont vraiment, connaissent beaucoup de choses à propos du cannabis, donc de s'intéresser à la personne, puis qu'elle nous le décrit, puis qu'on l'utilise comme levier d'intervention, ben dans le fond, ça leur enlevait beaucoup de pression aussi. Puis tu sais, c'est sûr que dans les bonnes pratiques, ce qu'on veut, c'est faire plus de repérage, de détection, puis d'orientation dans les services en dépendance première ou deuxième ligne. C'est comme vraiment ce qu'on rappelle tout le temps dans les services, mais qu'à force de toujours juste entendre ça, c'est comme s'ils se détachaient un peu de leur mandat, puis disaient, ben moi, mon mandat, c'est de repérer, tu sais, mais là, il voyait vraiment la pertinence de l'aborder avec les personnes quand même en première ligne. Puis que peut-être que ça peut même aider le repérage, la détection et l'orientation après. Donc, aussi, qui peuvent utiliser plusieurs outils, plusieurs options. J'en ai parlé tantôt, là, ça, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup aimé en lien avec la consommation. Laurence, elle nous a présenté aussi quelques outils qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Fait que ça aussi, c'était comme intéressant pour eux d'être exposés à ces outils-là, comment les utiliser. Puis les motifs d'usage aussi, ça, c'est intéressant aussi. C'était comme une porte d'entrée pour eux aussi de comprendre la place de la consommation dans la vie de la personne, mais aussi mieux comprendre dans sa globalité. Par exemple, la demande de service, ça peut être comme relation conjugale ou avec mon enfant. Puis finalement, au cours de l'échange ou dans la demande, dans l'évaluation, il y avait consommation de cannabis. Ils ont essayé d'ouvrir là-dessus suite à notre formation pendant qu'on la faisait. Puis ils disaient, ben, c'est intéressant parce que finalement, elle me parle que ça la relaxe le soir puis que ça l'aide à s'endormir. Ben moi, on n'avait jamais abordé ça, même finalement dans le motif de consultation. Fait qu'on peut faire même des liens avec quand on est ouvert à aborder la consommation. Ben, de partir du motif, c'est super intéressant pour mieux comprendre la personne. Comment on fait connaître cette belle formation-là et comment s'inscrire? Donc, on a un outil, là, un one-pager qui a été développé, qui est en ligne. Merci, Jean-Philippe est en train de mettre le lien. Donc, on peut s'inscrire, c'est gratuit, c'est autoportant. Donc, la personne se fait un propre compte. Si on est une personne hors réseau, on peut aller sur le site ENA Expertise, on se crée un compte toute seule, puis on s'inscrit, puis c'est gratuit. Pour ceux qui sont dans le réseau de la santé, la formation est maintenant disponible sur l'ENA FCP. Donc, tous les gens du réseau peuvent aller, et le numéro, c'est le 18 880. Donc, 18 880. Mais moi, j'ai tapé cannabis, puis il n'y avait rien dans l'ENA, fait que ça a sorti tout seul aussi comme mot-clé sous les notes cannabis.
Elle devrait sortir assez rapidement dans l'ENA. C'est beau. Ça va être gratuit 3 heures, on l'a déjà dit. Puis, dans le fond, on a aussi d'autres projets qui s'en viennent. Alors, Laurence a embarqué aussi avec moi dans cette belle aventure. Donc, on a usage de cannabis chez la femme enceinte qui s'en vient. En fait, il y a eu un projet de recherche au Québec, grossesse cannabis. Il y a plusieurs données qui ont été sorties par rapport à ce projet de recherche-là. Ils ont rencontré, je pense, une quinzaine de femmes enceintes qui consommaient du cannabis durant leur grossesse. Et des professionnels aussi, une quinzaine de professionnels de la santé. Donc, les constats, c'est que les femmes n'en parlent pas beaucoup, ils vont pas ils rencontrent beaucoup de professionnels lors de leur grossesse. Il y a beaucoup de gens autour d'eux. On adresse beaucoup les risques par rapport au fœtus, mais on ne s'occupe pas beaucoup de leur consommation puis comment qu'elles vivent ça. Et chez les professionnels aussi, ne se sentaient pas toujours à l'aise. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. Puis, il y a aussi, je pense, chez vous, à l'Institut universitaire, quelqu'un qui travaille aussi sur des outils, là, Léonie Archambault, je pense, qui a un projet aussi. Fait que on va essayer de consulter encore le plus de gens. On a 3 personnes pour l'instant. On a 3 régions qui participent aussi avec nous. Des collègues de 3 autres régions. Puis on a aussi, maintenant, ça va être des intervenants de CIP. Là, on en a 3 pour le moment là, qui vont tester nos modules puis nous aider à créer les activités. Sinon, on a aussi un autre projet qui s'en vient. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec la direction de santé publique de la capitale et de la Montérégie. On a signé pour un contrat avec l'ASPQ, l'Association de santé publique du Québec, un projet qui s'appelle Cannabis consommation. C'est pour les personnes aînées, consommation d'alcool et de cannabis. Donc, on sont vraiment en train de développer des outils pour la population aînée. Ils ont fait des groupes de discussion, ils ont fait des sondages, sont allés consulter plusieurs partenaires. Donc, c'est vraiment, ça aussi, ils ont des données intéressantes. Les personnes âgées, eux aussi vont nous dire qu'on leur parle pas de leur consommation, on les oublie un peu au niveau des professionnels, même leurs médecins. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas beaucoup avec eux ou lorsqu'on le fait, ça peut être perçu parfois infantilisant. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on va aller profiter de nos travaux avec notre partenaire, la SPQ, puis on va pouvoir, d'ailleurs, il y a 2 personnes à l'Institut universitaire aussi qui travaillent sur ce projet-là, Vincent puis Christophe. Donc, voilà, nos travaux vont commencer plus à l'automne parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche, moi et Florence, pour juste grossesse cannabis. Mais on trouve que c'est important de faire des petits modules d'1 heure à peu près complémentaires sur des populations plus spécifiques. Bien, merci beaucoup. Puis, vous pouvez nous écrire hein, si jamais il y en a qui veulent même collaborer au prochain grossesse cannabis ou qui ont des idées pour aînés. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire à moi, puis je vais faire le relais avec Laurence. Donc, mon adresse, Virginia Cos. Merci beaucoup.